Et donc, oui, nous allons vous parler de l'expérimentation Folvar, donc de notre travail dans le cadre de ce projet, et notamment donc, de la première année de terrain, et aussi on va donner quelques premières observations sur l'année 2, un grand avant-première aujourd'hui. Donc sûrement, certains d'entre vous connaissent déjà très bien peut-être ce projet, mais on va faire un petit, comment on peut dire, un petit pas en arrière pour voir quels sont les constats qui sont à l'origine donc de la volonté de monter cette expérimentation. Donc notamment, trop de reproduction du varroa, donc tout le long pendant les traitements longue durée et même avec des fois des fortes dépopulations et aussi un indice d'efficacité pouvant biaiser la réalité, c'est-à-dire au cours des traitements et après les traitements, des colonies qui présentent encore des symptômes de forte infestation. L'idée, c'était de vous donner quand même une petite, faire un petit tableau de où cette expérimentation, d'où a originé, donc d'où vient l'idée de cette expérimentation. Donc, notamment, on disait qu'on parlait d'une reproduction du varroa, donc tout le long des traitements longue durée, une reproduction de varroa qui reste problématique et trop de varroa résiduel donc à la fin des traitements longue durée AMM, donc même correctement appliqués, suivant les préconisations, et notamment donc des efficacités qui pourront être biaisées. Donc en gros, pour vous la faire simple, on peut se retrouver, ça je pense que je vous apporte rien de nouveau, mais on peut se retrouver avec des colonies qui présentent des symptômes encore d'infestation élevées à la fin du traitement en AMM longue durée, ou voire des grosses dépopulations et notamment des mortalités, donc à l'issue même des traitements. Du coup, des mortalités hivernales qui sont chaque année plus conséquentes et du coup des traitements dont on n'est plus satisfait. Parallèlement, donc face à le deuxième constat, ça aussi je vous apporte rien de nouveau, c'est le manque en fait d'une véritable d'alternative, de molécules qui soient satisfaisantes pour effectuer une alternance. Et quand on vous propose quelque chose comme de se saisir de méthodes populationnelles, notamment l'encagement, en fait des pratiques populationnelles qui sont perçues comme étant déjà risquées ou complexes à mettre en place et surtout chronophages. Donc souvent, quand la vision de l'apiculteur est que toutes ces méthodes populationnelles, encagées, oui, mais j'ai des gros cheptels, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment adapté? Donc voilà, le constat et les réflexions des apiculteurs face à ces pratiques, c'est que souvent elles sont pas, on s'en saisit pas parce qu'on se dit que c'est pas quelque chose qui peut être adapté à des ruchers d'apiculteurs et apicultrices professionnels. Donc nous, on se dit, oui, il y a effectivement un manque après de données concrètes pouvant nous faire face à ces questionnements, donc notamment sur les temps en fait le temps de travail, donc pour toute une série de données qui puissent nous permettre d'évaluer si vous voulez, la balance coût-bénéfice de ces méthodes et du coup l'intérêt d'intégrer des méthodes populationnelles à des traitements longue durée qui peuvent ne plus nous satisfaire. Donc, attends. Oh, magnifique. Donc, d'ici de ces constats, les objectifs, donc bien sûr en premier lieu, donc évaluer l'intérêt sanitaire du coup d'intégrer des leviers de biotechnique, donc les méthodes populationnelles, encagement, retrait de couvents, destruction, quoi que ce soit, et donc on voulait procéder par comparaison donc des deux méthodes de lutte. Bien sûr, dans l'idéal, envie d'éprouver des stratégies innovantes de lutte contre varroa, ça c'est le souhait qu'on a toujours, et surtout de pouvoir apporter quelque chose à vous, aux apiculteurs, pour ce qui est du coup du technico-économique de l'application de ces méthodes. Donc, pouvoir vous apporter des références, des retours terrain un peu concrets sur, oui, je veux appliquer, j'en sais rien,
je veux alterner avec de l'engagement, qu'est-ce que ça engendre, je ne sais pas si on dit, en termes de coûts, de temps de travail, qu'est-ce que je dois prévoir derrière. Donc c'est vrai que l'évaluation des coûts et bénéfices des pratiques des luttes populationnelles, c'était un peu un des objectifs premiers. Donc voilà, du coup, l'expérimentation s'est modulée sur plusieurs volets. Donc, le volet opérationnel, notamment donc, le travail sur le terrain, donc auprès d'apiculteurs et apicultrices professionnels donc, qui sont rendus disponibles pour nous mettre à disposition un rucher sur lequel donc, on les a accompagnés pour comparer, pour donc, appliquer ces deux méthodes. Donc, populationnel d'un côté et le médicament, enfin le traitement, la stratégie appliquée, on dit conventionnelle, mais dans le sens de celle que l'apiculteur utilisait. Donc, en deuxième lieu, bien sûr, le volet technico-économique, parce que toute intervention a été notée dans le sens où on a calculé quand même toute intervention sur les deux lots, afin de nous permettre donc d'arriver en étude à l'échelle des exploitations, en fait, de cette balance coût-bénéfice des deux méthodes. Et ceci se concrétise par une enquête. Donc, il y a d'un côté toute intervention, il y a un questionnaire qui a été conçu. Donc c'est des fiches, chaque visite, donc on note tout. Ça peut être déjà le temps, les trajets, les coûts, le temps de travail effectué réellement sur les deux lots. C'est aussi, j'en sais rien, les nourrissements apportés, donc des coûts à ce niveau-là, la production, et aussi tout ce qui peut être engendré par des pertes, j'en sais rien, des dépenses faites pour le rétablissement, donc le renouvellement du cheptel derrière, et les pertes aussi donc, après hivernage. Donc, si vous voulez, c'est un projet qui, du coup, on calcule aussi l'effet des mortalités après l'hivernage, donc à la sortie d'hivernage. Donc oui, tiens, je n'ai pas dit que c'est un projet porté par l'ITSAP et avec la participation donc, de 6 régions. Donc aujourd'hui, on va voir en détail uniquement nos 2 régions, hein, les meilleures, on peut dire. Et donc, on va voir donc chaque ADA, donc il y a 6 ADA qui ont participé, donc toujours dans cette idée de comparaison donc, de méthodes populationnelles versus conventionnelles dans le sens traitement que l'apiculteur applique, donc longue durée ou Formicpro. Donc chez nous, on verra l'engagement d'un côté, donc engagement 24 jours suivi de 2 passages d'acide oxalique hors couvent, donc à la libération et 4 jours après, versus chez nous on a le deuxième lot était du coup sur la mitrase, donc l'application de l'anière apitraz. Donc je laisserai après Alexis détailler, hein, voilà, très bien sur ces méthodes. Donc bien sûr chaque région après avec ses spécificités et ses petites adaptations hein, qu'on a dû quand même qui ont dû se faire pour que, tout en gardant un protocole commun, bien sûr, il y a eu quand même des petites différences au niveau des régions. Mais l'idée, c'était de partir sur un rucher expérimental, donc mis à disposition par un apiculteur ou apicultrice, d'un effectif de 60. Donc, c'est vrai que c'est des tailles conséquentes. C'est un rucher qui est divisé en 2 lots de 30. Du coup, la taille est surtout pour un souci de... comment on peut dire, pour que statistiquement soit un peu solide, pour avoir quand même de la donnée solide. Donc l'expérimentation se basait sur 3 visites, donc une avant la pause des traitements, une visite après le retrait, donc après les traitements, et une visite à la sortie hivernage. Et donc, lors de chaque visite, ce qu'on effectuait, c'était donc 60 colvales pesées et comptage varroa phorétique. On va voir après ça. Bien sûr, on a tout le long la prise en compte de toute intervention donc pour le bilan technico-économique. Donc, tout est scrupuleusement noté en termes de temps et d'action qui est fait sur le rucher. Et voilà, du coup, pour le schéma, vous avez quelque chose comme ça, donc au niveau du protocole commun pour ces 6 régions.
Donc, on a, si vous voulez, l'idée, c'était de faire vraiment 3, entre guillemets, photos de 3 moments donnés. Après, bien sûr, en termes de spécificité régionale, le calendrier est à peu près ça. Nous, la visite a eu lieu, la première visite avant traitement, donc en juillet. Donc là, il y a marqué août. Mais bref, l'idée, c'est vraiment de s'occuper des traitements de fin saison. Donc, nous, donc le cas d'Occitanie, nous en étions sur un rucher basé dans le Gers, donc sur sarrasin, donc c'était au mielet de sarrasin. Donc voilà, voilà 60 colonies à disposition, divisées en 2 lots. Et voilà, et du coup, on a procédé avec la visite, la deuxième visite au mois d'octobre et la visite à la sortie d'hivernage. Chaque visite prévoyant donc sur chaque ruche un colval pesé et comptage varroa-phorétique. Donc, en Occitanie, juste une petite information, nous avons aussi rajouté une visite avant le démarrage véritable de l'expérimentation pour tout simplement marquer les rennes, parce que l'apiculteur qui est partenaire chez nous, donc lui, il ne fait pas de suivi d'âge des rennes, donc il ne marque pas ses rennes. Donc ça, c'est vrai, cette visite, on l'a rajoutée pour... je ne cache pas, pour praticité, hein, vu qu'on voulait après derrière encager, on s'est dit que le mieux c'était quand même de faire une pré-visite pour marquer tous les rennes. Et ça a permis aussi de faire du coup une première évaluation de colonies qui nous a permis d'alloter. Donc nous, Occitanie, on est parti sur quand même diviser 2 lots homogènes. Du coup, voilà, on a marqué tout, on a divisé en 2 lots. Et pour la suite, donc, nous avons, là vous voyez, nous avons étiqueté les 2 lots pour les rendre vraiment visibles, facilement distinguables, pour les distinguer facilement avec 2 couleurs. Donc, le jaune, c'était l'apitraz, le vert, c'était le lot populationnel. Donc, bien sûr, chaque visite, il y a les pesées ont été faites, du colval et voilà, une visite des ruches, tout était noté. Donc là, on ne voit pas très bien. En gros, il y a toujours des fiches où vraiment on marque l'heure d'arrivée, les opérations qui sont faites sur les lots jaunes, les lots verts. Donc l'eau populationnelle, l'eau versus l'eau apitraz. La division de ces 2 lots, cela est prévu aussi pour l'apiculteur. Donc l'apiculteur pouvant effectuer des visites, en plus, j'en sais rien, s'il passe sur son rucher pour vérifier... je sais pas moi, les réserves, etc., il marquait toujours quand même le temps de travail sur un lot plutôt que sur l'autre. Pour terminer vraiment sur la méthodologie, pour vous dire qu'est-ce qui se passe au concret lors des expériences sur un rucher expérimental, qu'est-ce qu'on fait au bien nous. Donc, vous avez entendu parler du colval, même dans la conférence précédente. Voilà, juste quelques mots sur qu'est-ce que c'est au bien, si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà, en fait, c'est vraiment l'outil dont nous, on se sert beaucoup. C'est le colval, c'est une évaluation, comment le dire simplement, une évaluation de la surface, donc une évaluation en pourcentage de la surface de chaque face d'un cadre de ruche. En gros, on cherche à estimer les composantes qui peuvent décrire la structure de la colonie. Je vous la fais simple, on soulève cadre par cadre et on estime donc un pourcentage, donc une face complète de cadre correspond à 100%, et du coup on estime la partie qui est couverte par abeilles, donc les composantes qui décrivent la colonie, population, ça peut être couvent ouvert, couvent fermé. On peut aller plus loin avec du colval et évaluer aussi le pourcentage, par exemple le pollen, les réserves, etc. Là, ce n'était pas pertinent. Ce qu'on a fait, c'est effectivement aussi des coups-léval. Voilà, la version un peu plus sympathique et un peu plus rapide aussi. Donc, c'est vrai qu'on évaluait juste les pourcentages en population, couvent ouvert et couvent fermé. Ça, sur chaque face de cadre, donc chaque cadre de chaque colonie. Cela permet d'avoir, si vous voulez, c'est comme la description d'une colonie et aussi, si vous voulez, pour la dire simple, de sa force, de son dynamisme aussi à un moment donné. Donc, c'est vrai que nous, ça nous permet une lecture un peu éclairée, aussi d'autres données qu'on peut avoir, notamment l'infestation varroa. Enfin, je pense que c'est vraiment un outil qui est indispensable, qui est très précieux au moins pour nos expérimentations. Alors, ce n'est pas quelque chose dont vous, les apiculteurs, vous allez vous en saisir. Hein. Je ne pense pas, je vous vois mal. Je pense pas qu'un apiculteur soit vraiment amené à faire du colval. Mais bon, les personnes qui font du colval peuvent se former
en fait, et s'entraîner grâce à une banque d'images qui est disponible. Et tout ça, c'est grâce au travail. Et donc, le Colval a été créé, donc amélioré, testé et voilà, expérimenté et amélioré par le travail donc, qui a déjà eu lieu, enfin, qui était à la base de donc, INRA et ADAPI, donc grâce à l'Observatoire de la mielée de lavande. Et donc, c'était un travail quand même formidable qui nous a permis d'arriver à cette méthode d'évaluation dont nous, on se sert lors de nos expés. Donc voilà, il y a une banque d'images en ligne si ça vous intéresse. Voilà, c'est ouvert. Donc nous on se sert du Colval. Au concret, qu'est-ce qu'on fait sur les ruches? Oui, ce comptage varrois, donc je pense que tout le monde connaît et j'espère pratique du comptage varrois dans la salle. Et bon, pareil, sur nos slides, vous voyez toujours cette VP sans abeille, donc c'est si vous voulez, c'est le repère, donc c'est un peu le repère que nous utilisons pour le repère d'infestation. Donc ou bien ce qu'on fait au concret, c'est du comptage sur rucher, on effectue les prélèvements. Ensuite, on met les échantillons en sachet, notés, bien sûr, numérotés, etc. Et dans un deuxième temps, au labo, on procède par le coup pesé. On tare, on pèse, on effectue les lavages et les comptages, etc. Mais voilà, c'est pour vous dire, donc les données que vous verrez, c'est des données varroa phorétiques sur 100 abeilles. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe sur rucher expérimental d'autres? Lors de nos visites, c'est les pesées, je ne vais pas trop vous dire. Et c'est aussi une visite sanitaire. Donc, on note tout éventuel signe d'expression de virus, des virus, des problèmes sanitaires, etc. Tout est noté aussi. Donc, ça fait partie du protocole aussi, la symptomatologie. Et ce fameux volet donc technico-économique. Donc ça, grâce au patient travail surtout récemment de Elia Gounod de l'ITSAP, donc elle a récupéré toutes les informations, toutes les notations faites par les techniciens des ADA, les apiculteurs, etc., afin de nous fournir quelque chose de clair, donc par contexte. Bien sûr, ça, c'est le cas Occitanie, c'est que ce rucher-là. Donc, on peut avoir du coup si vous voulez, des informations, des repères un peu concrets au niveau des coûts et des bénéfices sur les deux lots. D'accord. Alors, on ne va pas voir en détail tout ce qui a engendré chaque action, mais pour vous faire un retour, donc ce qui a donné la première année d'expérimentation Folvar, c'est que le lot populationnel, donc le lot encagé, a nécessité près du double du temps de travail que le lot amitraz. Bon, alors, c'est vrai que nous avons par exemple ajouté une visite marquage des rennes. Ça a été pris en compte, donc si vous voulez, ça a dû peser aussi. Et après, moi, je me dis qu'on a peut-être, nous, techniciens ADA, on a passé quand même pas mal de temps en étant des colonies d'un apiculteur, pas les nôtres directs. Je pense que l'évaluation du temps, c'est peut-être légèrement biaisé pour ça, mais quand même, le lot populationnel a pris, là, c'est près du double. C'est quelque chose qui au niveau du coup de l'analyse technico-économique, le choix d'appliquer une méthode populationnelle dans ce contexte-là n'est pas économiquement comment on dirait, rentable. Enfin, ça représente pas économiquement le meilleur choix pour l'apiculteur dans ce contexte. Après, une chose intéressante, donc l'apiculteur a souvent noté comme remarque que les colonies, lui semblaient belles, plus belles au niveau du lot encagé, les colonies étaient belles et donc les corps étaient moins légers, donc elles étaient bien en réserve. Et effectivement, on a constaté grâce au travail technico-économique que le lot encagé a nécessité moins d'apport, donc il a été moins nourri. Il y a eu moins de dépenses en candy, etc. Mais bon, ça reste pas, c'est pas énorme. Et du coup, si vous voulez, au niveau du coût à la colonie, vraiment ce qui a coûté à la colonie, au niveau des deux lots, le lot amitraz s'en sort mieux. Donc voilà, il a été au niveau technico-économique, donc l'engagement n'est pas entre les deux méthodes n'est pas celle qui a le meilleur résultat. Ah, et juste une petite chose, vous aurez toutes les données si jamais
wow. Tous les données donc, technico-économiques vont faire objet, donc, au niveau des livrables, donc tout sera disponible pour les apiculteurs, enfin pour vous, hein, pour tout le monde. Tu peux me corriger peut-être, mais il y a plusieurs fiches méthodes qui vont être produites et notamment aussi un guide des méthodes populationnelles où il y a bien sûr toutes les données aussi technico-économiques. Donc par contexte, je pense qu'il y a vraiment aussi sur les différentes régions, donc avec une caractérisation des ruchers. Donc dans ce contexte-là, la méthode populationnelle a engendré ça, la méthode. Et c'est vrai que du coup, tous ces livrables, donc ce travail sera quand même valorisé avec des livrables qui sortiront au printemps 2027, je crois. Non, sûrement, voilà. Et donc voilà, on va rentrer dans le cœur de... Voilà, ce qui a donné la première année en Occitanie. Donc, ça, pareil, grâce au travail de André Kreuschmar, donc c'est lui qui a eu la patience de tout regrouper, analyser, nous donner donc une représentation de la distribution donc, de nos données. Hein. Alors, juste une petite introduction. Donc là, vous avez, sur le premier bloc, c'est la population, donc les abeilles. Là, c'est le couvent total, d'accord, ouvert et fermé. Et là, c'est l'infestation, donc ce EVP sans abeilles. Donc, c'est tous nos données des 3 visites. Donc, la V1, c'est avant la mise en place du traitement. La V2, c'est après traitement. Et la V3, c'est à la sortie vernage. Donc, si tout comme moi, vous êtes vite perdu en fait en statistiques et en lecture de boîte à moustache, c'est vrai qu'en première vue, on aurait tendance à se dire bon, il n'y a pas une grosse différence entre les deux lots. Donc, bon, ok. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment aller un peu plus loin et il y a quand même pas mal d'observations à sortir de cette première année en Occitanie. Donc, voilà, on va procéder. Ah oui, pardon, je n'ai pas dit. Donc, tous les box plots, donc ce qui est marqué en vert, c'est l'encagement. Ce qui est orange, enfin jaune-orangé, c'est les lots apitraz. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui partait homogène. Enfin, on a alloté en 2 lots homogènes. On n'a pas des énormes différences visibles pour des néophytes de la statistique comme moi, etc. Donc, mais en regardant de plus proche, donc, au niveau, par exemple, de l'encagement, donc, une réticence, notamment de l'apiculteur avec qui on a eu la chance, enfin, on a travaillé, c'était aussi, est-ce qu'il pouvait y avoir un impact négatif de l'encagement sur des colonies, donc au niveau des populations, du couvent, etc. Est-ce que du coup, encagé pouvait affecter ces paramètres? Donc là, déjà, on était assez content de se dire que on peut visualiser que ce n'est pas le cas. Les colonies, elles s'en sortent. Les encagées, il n'y a pas des grosses différences en termes de population, de couvents, etc. Elles s'en sortent très bien. Donc, pour aller vers donc ce qui nous intéressait un peu le plus, c'était aussi toute l'infestation varroa, hein, pour évaluer quand même l'intérêt d'appliquer cette méthode versus l'autre. Alors, pareil, à première vue, moi, je trouve que le lot encagement reste c'est satisfaisant, l'infestation est bien plus maîtrisée, mais surtout, elle est maîtrisée plus vite. Alors, là aussi, je ne vous apporte rien de nouveau parce qu'on connaît bien que la cinétique d'action de ces 2 méthodes, donc encagé versus un traitement longue durée, n'est pas la même. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui ne ressort pas vraiment au niveau de... Ce n'est pas quelque chose qu'on visualise vraiment là, mais on sait bien qu'au niveau du lot encagé, si vous voulez, donc les colonies ont été encagées 24 jours. Ils ont eu un premier passage d'acide oxalique, 4 jours après un autre. Du coup, une semaine, on peut se dire qu'une semaine après, si on avait effectué un comptage varroa, donc V1 bis, disons, entre les deux, donc ce comptage-là a été effectué en octobre. Donc le V2, c'était après le retrait de l'anière apitraz. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà une grosse période entre septembre et octobre au niveau du lot populationnel pour que les colonies populationnelles, malheureusement, la courbe varroa reprenne. Mais au niveau du lot populationnel, on peut estimer quand même que la production d'abeilles d'hiver a été faite dans des conditions, j'oserais dire, meilleures vis-à-vis du varroa, dans le sens où le lot, déjà une semaine après le deuxième passage d'acide oxalique, on pouvait être
en production d'abeilles d'hiver dans des conditions quand même bien meilleures par rapport au lot à Mitraz, où nous avons donc voilà, une action 10 à 12 semaines du produit et donc une infestation qui baisse progressivement. Et donc, sur le lot à Mitraz, on peut estimer quand même une production d'abeilles d'hiver en présence d'une quantité non négligeable de varroa. Donc, c'est vrai moi, je me dis, bon, la qualité des abeilles d'hiver devrait être pas la même. Donc, l'espoir était un peu de pouvoir voir ça en termes de mortalité. On se dit, bon, si on ne le voit pas, on n'a pas une VP intermédiaire qui puisse montrer un écart un peu accru entre les deux lots, mais est-ce qu'en termes de mortalité après hivernage, est-ce que ça va se voir? Alors, ce n'était pas le cas. Et donc, on a quand même, enfin malheureusement, non, je n'ai pas dit malheureusement, mais ouais, les données, c'est ça. Nous avons les mortalités, donc les effectifs, c'est noté en bleu. C'est le petit nombre ici, numéro. Donc, on démarrait sur 30 colonies par lot, enfin 29 parce qu'on a eu une précocement voilà, qui est partie. On arrivait à 22, donc ça se joue à une colonie près. Il n'y a pas de différence en termes de mortalité à la sortie hivernage. Donc, dommage, je me suis dit, enfin, dommage. C'est vrai que ça ne permet pas non plus de poser l'hypothèse de meilleure qualité des abeilles d'hiver sur le lot encagé. Bon, après, c'est quelque chose qu'on... voilà, la cinétique d'action des médicaments, ce n'est pas moi qui l'a sorti, hein, c'est quelque chose qu'on connaît. On a démontré aussi lors de tous les travaux Rezapi avant moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent avoir un peu, si vous voulez, impacté au niveau du lot populationnel. Ben, en premier lieu, c'est le fait qu'on ne connaissait pas réellement l'âge des reines. Donc, on a arbitrairement marqué tout au début d'Expé. Mais est-ce que peut-être la présence de reines voilà, plus ou moins âgées dans le lot populationnel, est-ce que ça a pu jouer? Ça je me dis que c'est peut-être ça peut jouer là-dedans. Et également oui, bon, ça je ne sais pas, mais une réinfestation, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais est-ce qu'il y a une réinfestation aussi du lot encagé qui peut avoir joué là-dedans? Ça c'est vrai qu'il y a plein d'hypothèses, c'est formidable. Mais bref, après le lot à Mitraz, donc l'infestation, là c'est vrai que bon, la population couvent, ça c'est pas, je trouve que ça, on n'a pas grand-chose comme observation à sortir. Au niveau de l'infestation, en fait, ce n'est pas satisfaisant. Voilà, c'est vrai qu'on part sur des colonies qui démarraient, enfin, en début d'expé, n'étaient pas très infestées, hein, et c'est pas non plus fou, enfin, c'est une infestation qui n'est pas extrême. Et c'est vrai que donc entre l'avant-traitement et après-traitement, alors franchement, moi, je ne serais pas satisfait pour un médicament AMM longue durée. Bon, bah, je trouve que le résultat n'est pas satisfaisant, mais ça reste, enfin, on n'est pas inquiet, ça reste correct. À la sortie hivernage, on a quelque chose qui reste correct. Mais bon, pour ça, c'est vrai qu'on n'était pas très infesté à la base. Donc, bon, le lot à Mitraz s'en sort quand même. Donc, finalement, l'apiculteur, dans ce cas-là, il était très satisfait d'avoir fait recours à cette molécule. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, effectivement, qui a pu jouer au niveau de l'efficacité, donc du résultat l'eau à Mitraz, c'est que l'apiculteur donc chez qui on était, lui, il a arrêté, il revenait en fait récemment à cette molécule après 4 ans de arrêt. Donc c'est vrai que là, je pense qu'on était sur des ruches peu infestées, enfin pour le lot à Mitraz du coup, peu infestées, et surtout avec des populations de varroa qui pouvaient être sensibles à la Mitraz. Donc c'est vrai que voilà, ça jouait un peu plus facile pour la Mitraz. Donc c'est vrai que le résultat finalement est acceptable aussi, malgré, pour moi, c'est pas... Voilà, voir quelque chose comme ça en termes de distribution de données, enfin voilà, médiane, c'est pas super quand même. Enfin, c'est pas très satisfaisant, c'est très scientifique, hein, ce que je dis. Donc voilà les premiers vraiment résultats de l'année 1 en Occitanie, en sachant que du coup, le retour, c'est que l'apiculteur, ben non, face à ces résultats-là, bien sûr, il n'envisage pas d'encager tout son rucher, voire plus sur son exploitation. Pour lui, c'était pas, du coup, ça ne représente pas un choix envisageable, mais il est bien conscient quand même du besoin qu'il a
d'un plan B, enfin de la nécessité d'avoir une alternance, enfin une alternative pour à cette amitraz que cette année s'est révélé encore ça passé, mais à venir, il sait qu'il pourra pas en fait faire confiance et poursuivre sur cette stratégie. Donc c'est vrai que comme il est revenu récemment, il se dit que bon bah voilà, pour l'instant il était content d'être parti encore sur ce choix méthode de lutte, mais il était bien conscient du besoin de continuer à creuser pour trouver une alternative pour son alternance en médicaments. Donc si je continue sur l'année, oui, je vais finir donc sur quelques premières observations sur l'année 2, comme ça après je te passe. Donc l'apiculteur a voulu poursuivre. Donc vu qu'elle est toujours motivée très, très sympathiquement, il a poursuivi donc, avec nous pour la deuxième année, donc cette année, de terrain. Et donc il nous a mis à disposition notre rucher, toujours 60. Donc le protocole reste le même, mais en sachant qu'il y a des changements. Donc en premier lieu, donc il y a l'intégration, il y a eu l'intégration cette année. Donc à la place de l'amitraz, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le Calistrip Biox, donc la fameuse lanière donc acide oxalique qui a eu son autorisation de mise sur le marché en décembre 2024, oui. Et donc qui se présente, donc le packaging est ça, il se présente, le support est plastique, plutôt rigide, enfin un peu plus rigide que d'autres lanières, donc il est très pratique effectivement d'utilisation parce qu'on n'a que à décoller une espèce de film plastique qui est dessus et on l'insère tel quel au niveau de notre colonie à mesure de 2, donc c'est prévu pour 2 lanières par colonie pour une durée de 6 semaines. Et le coût actuel du traitement est, nous sommes environ 8 euros par colonie. Or, sauf erreur de ma part, l'apitraz, on est plus sur 5, voire moins. Donc voilà, c'est quelque chose de conséquent. Et, mais surtout, donc, la chose, voilà, la recommandation, donc ce qui est préconisé pour ce traitement, c'est donc pour une efficacité optimale, le médicament vétérinaire doit être utilisé lorsque le couvent est absent ou à son plus faible niveau. Bon, déjà là, la définition, enfin, moi, pour moi, on peut se questionner sur l'efficacité optimale et sur le plus faible niveau, mais bon, bah, ça c'est. Mais surtout, donc, c'est un médicament longue durée où on nous demande, enfin, qui est préconisé pour, si vous voulez, des fenêtres du coup hors couvent. Mais or là, c'est vrai qu'en présence en absence de couvent, autant mieux encourager les apiculteurs à pratiquer un dégoûtement ou une sublimation. Mais voilà, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on le teste. On a besoin des retours terrain sur ce médicament, vu que nous, l'objectif premier, c'est vous accompagner correctement sur la choix aussi en traitement et stratégie de lutte. Donc, on l'a intégré quand même sur un lot, donc le lot conventionnel, tout en rajoutant une mesure donc varroaphorétique pile après la fin du traitement populationnel, donc après le deuxième passage d'oxalique, après engagement, afin d'avoir quand même un petit peu de données en plus par rapport à l'année 1, comme on avait vu que ça manquait au niveau du protocole. Mais sinon, le protocole reste le même, donc rucher de 60, divisé en 2 lots de 30, avec 3 visites avant, après traitement et à la sortie vernage. Donc là, nous en sommes encore, ce n'est pas fini, donc on a encore la visite à la sortie vernage, en printemps à faire. Et du coup, nous n'avons pas encore toutes les données, les colvales, tout est fait, mais on n'a pas encore analysé, on n'a pas vraiment creusé plus que ça. Hein. Donc c'est vraiment qu'une première observation, attention sur cette année 2 qui est en cours. Et aussi, c'est grâce, donc la figure a été réalisée par Guillaume Quérault de l'ADAPI, qui a commencé quand même, vu qu'on avait envie d'avoir un retour rapide sur ce médicament Calistrip, il a quand même commencé déjà à y travailler un petit peu. Donc, juste pour vous caractériser le rucher, là, on était sur un rucher donc, de 60 toujours dans le Gers, mais sur tournesol. Donc, ces dernières minutes, c'était après tournesol. Et du coup, c'est des colonies qui étaient quand même bien plus infestées que la première année.
Et il y a eu déjà pas mal, enfin plus de mortalité que l'année 1 de terrain. Ce n'est pas fini parce qu'on a encore l'hivernage, donc je pense que malheureusement ça peut, voilà, la donnée peut encore changer. Enfin, ça peut empirer. Et aussi en termes de population, de dynamisme. Alors il y avait beaucoup de populations, beaucoup de couvents. Donc c'est vrai que voilà, le contexte c'était ça, des colonies très dynamiques et très fortes en couvent. Donc déjà, juste la première observation que nous avons vis-à-vis de l'infestation, donc c'est uniquement VP sans abeille. Là, à gauche, vous avez le calistrip, à droite, l'encagement. Donc pareil, encagement suivi de passages d'acide oxalique. Donc au bout de 6 semaines, donc à la fin de traitement, au niveau du low calistrip, on voit que vraiment les résultats sont pas satisfaisants du tout. Même voilà, là, si on était en situation réelle, bon, on envisagerait un traitement de rattrapage. Au niveau du lot biotechnique, on voit du coup enfin très bien ce VP, donc ce repère d'infestation après traitement. Donc l'infestation est bien plus maîtrisée, on est satisfait. Après, bon, ça va remonter progressivement, mais c'est vrai que voilà, la première image qu'on sort de cette année 2 des terrains peut nous faire dire qu'effectivement, oui, le calistrip n'est pas un bon choix si vous êtes dans des conditions des colonies ayant du couvent, ce n'est pas le choix à faire. Donc, on peut peut-être après y revenir avec tes données à toi, et je pense que je te laisse directement. Donc, merci pour cette présentation sur l'Occitanie. Moi, je suis donc du Grand Est. On a refait à peu près le même protocole avec d'autres choix de comparaison de méthodes. Donc, le but était de comparer une méthode populationnelle innovante pour l'apiculteur qui s'intéressait à éventuellement se mettre à faire des méthodes POP à une méthode de lutte conventionnelle. Nous, on a travaillé avec un apiculteur bio l'année 1 et un autre apiculteur, mais aussi en bio l'année 2. Donc on a pu comparer en première année le Formic Pro contre une méthode populationnelle d'encagement, mais qui est basée sur une méthode sans chercher la reine. Parce que vous avez vu avec Martha que chercher la reine, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, donc un coût économique conséquent. Là, une méthode sans chercher la reine qui intéressait l'apiculteur est couplée à un acide oxalique, enfin 2 acides oxaliques du coup. L'année 2, on a focalisé le travail sur Calistrip en comparant la méthode que tu as utilisée, donc Calistrip en présence de couvain, contre une méthode Calistrip avec encagement, pour bien faire la distinction entre l'efficacité qu'on gagne ou qu'on perd si on suit les préconisations d'emploi, donc absence de couvain. Alors je vais vous présenter rapidement non, c'est dans l'autre sens. Rapidement, je vais vous présenter des photos donc, du projet. C'est la méthode d'encagement sans chercher la reine. C'est simplement d'introduire des grilles à rennes verticales bricolées avec un bon coup de scotch, de manière à les poser au hasard dans la ruche. Donc, tu as beau les poser ici ou là, la reine sera bien quelque part. Tu ne sais pas où, mais tu t'en fiches parce que quand tu reviendras 3 semaines plus tard, tu verras bien où elle est. Et donc, tu pourras prélever les cadres de couvain où la reine a pondu et les brûler en général si l'infestation est forte. Éventuellement, les réutiliser pour faire des essaims si l'infestation n'est pas trop forte. Ça, c'est un choix stratégique qui est annexe par rapport à la méthode, qui nous permet de mettre la ruche hors couvain simplement par des actions rapides. En gros, il faut 1 minute. Donc, on a pris le temps de mesurer le travail de l'apiculteur, combien de temps il lui faut pour mettre en place l'encagement et désencager, resserrer la grappe est traité. Et globalement, on est sur 1 minute pour encager et 1 minute 30 pour décager et traiter la ruche. Donc c'est vraiment super rapide comparé à la recherche de rennes. Méthode que l'ADA Aura nous a présentée et sur laquelle on s'est intéressé. Donc là, vous avez l'encagement réalisé. Vous voyez le ruban rouge et du scotch de chantier solide qui permet de faire bailler un peu le bord du cadre et d'assurer la jointure, pas que la reine puisse se barrer de sa zone d'encagement pour aller dans la suivante. Ça, c'est pas le but. Donc on a mis en place cela et on a couplé ça à 2 acides oxaliques après le décagement et le retrait du couvain. C'était la méthode populationnelle innovante. Et j'ai même piqué une petite vidéo à la Daora. Et donc je ne sais pas il faut appuyer sur lecture quelque part. Ouais, je crois qu'il y a un petit coup de lecture comme ça, vous allez voir. Alors il n'y a pas de son, hein, voilà, donc l'apiculteur visite sa ruche tranquillement, il prend le temps d'écarter ses cadres et de regarder comment va sa colonie. Et il va procéder à l'encagement. Il a déjà les 2 grilles à rennes qui sont à portée de main.
Alors voilà, c'est aussi bête que ce que j'ai décrit à l'oral, hein. On écarte, on introduit une grille à rennes, on resserre et on refait la même manip et on a posé 2 grilles à rennes en moins d'une minute. Évidemment, on fera attention à mettre une grille à rennes par-dessus, hein, s'il y a une hausse ou quoi, pour éviter que la renne ne passe par le dessus de la tête des cadres. Donc voilà, on place une grille, hop, on resserre et on replace une grille et c'est fait, c'est encagé. C'est quand même une méthode qui est intéressante si vous souhaitez appliquer un tel encagement sur 400 ruches. Il vaut mieux passer une minute par ruche qu'une demi-heure. Donc voilà, là on voit bien la cage. Donc il y a 3 cadres, une grille, 3 cadres, une grille et 4 cadres de l'autre côté. Donc si vous avez de la chance, la reine elle sera sur les vieux cadres et vous pourrez sortir les vieux cadres et vous ne serez pas trop mécontent. Si vous n'avez pas de chance, elle est sur 4 cadres tout neufs et tout beaux et c'est ces cadres-là qu'il faudra sacrifier. C'est le gros problème, hein, de la méthode. On perd du cadre. Allez, après on resserre la ruche, on va l'hiverner sur 7 cadres, voilà ce qui en général fait le job. Si vous avez vraiment besoin de récupérer vos cadres, c'est possible de les mettre au congélateur 24 heures, 48 heures et de les ressortir et les mettre à pied pour que, enfin, dans une ruche que les abeilles le nettoient, mais ce n'est pas forcément une méthode qui fait l'unanimité, il y a des risques sanitaires, mais c'est possible de récupérer les cadres. Et voilà, donc là il a encagé et hop il part à la ruche suivante. Vous voyez, c'est assez rapide, c'est assez pratico-pratique. Donc on a pu évaluer, on a cherché, hop, attends, je vais faire la diapo suivante, comment on fasse. Voilà. Donc on a comparé l'aspect technico-économique de cette méthode-là, le coût que ça a impliqué pour l'apiculteur pour un rucher de 30 ruches, à une méthode traditionnelle de lutte au Formic Pro. Là j'ai remis quelques photos sur la grille à rennes. Vous voyez, c'est bête comme chou, il faut juste penser à mettre du scotch partout, que ça baille bien, mettre des oreilles pour bien que ce soit dans les glissières. On a mis un peu d'explication dans un magazine qu'on appelle le Flash Abeille, qu'on envoie gratuitement par mail à nos adhérents et à ceux qui le souhaitent. On a mis 2-3 exemplaires sur la table des livrables. C'est possible de trouver ça sur Internet. Si vous voulez plus d'informations, vous nous contactez ou vous contactez la DAI, on communiquera si vous en voulez plus. Bon, c'est assez simple à expliquer. Alors du coup, le problème, c'est que je ne vais pas vous présenter de résultats économiquement intéressants de comparaison entre les deux méthodes, parce que l'apiculteur a fait des boulettes. Voilà, donc mise en place d'un système nouveau, c'est aussi l'occasion de tenter des choses. Et donc il a tenté de valoriser le couvain qu'il a retiré en piquant la reine en même temps. Donc il a pas décagé pour brûler le couvain et garder la reine. Il a pris la reine et le couvain, il a fait des essaims avec. Il a remplacé par une cellule 11 jours qui n'est pas née. Parce qu'il a sûrement loupé un peu une étape dans la mise en place de l'introduction des cellules. Et il a couplé ça avec ses congés. Donc ça veut dire que la semaine suivante, il n'était pas là pour récupérer les ratés. Et du coup, ben, c'était pas super efficace en termes de résultats sur les ruches qu'on avait décagées. Et après, il a donné un petit coup de sirop qui était a priori trop âgé. Il avait passé trop de temps dans le camion. Et du coup, il a complété, il a encore donné un petit coup sur la tête des essaims. Donc globalement, on a perdu quasiment toutes les ruches, les 3/4 des ruches. Ce qui ne donne pas de bons résultats économiques, hein. Du coup, c'est pas une méthode, c'est pas comme ça qu'il faut l'appliquer. Voilà, donc ça c'est une mise en garde sur le fait que on peut être tenté de valoriser le couvain, on peut être tenté de retirer la reine, de remplacer par une cellule, très très bien, pourquoi pas, mais il faut, voilà, faut se blinder, il faut sécuriser les manips et être là, pas partir en vacances. Ce serait mieux. Donc du coup, un peu de déception pour l'analyse de ce lot encagé. Et le lot classique, on a eu un coup de chaud au moment où on voulait mettre les traitements. Il faisait 28-30 degrés, donc c'est pas le moment de traiter au formique. Mais comme j'étais là, je lui ai dit, écoute, le conseil dans ces cas-là, c'est que tu mets une hausse, tu ouvres légèrement, tu décales légèrement la hausse pour laisser de l'air, tu mets que la moitié du médicament. Et la semaine prochaine, on met la deuxième moitié. On a mis la première moitié du médicament, la deuxième semaine on est revenu mettre la deuxième moitié et on a décidé de ne pas la mettre parce qu'on avait déjà perdu 8 rennes sur 30. Et donc l'apiculteur s'est dit, ah bah ça m'intéresse pas trop le Formic Pro, finalement ça n'a pas l'air génial, je vais peut-être pas faire ça. Donc il est resté à une demi-dose de Formic Pro et on n'a jamais mis la pleine dose. Résultat, le varroa il était bien, il n'a pas de gros soucis. Voilà, donc on est un peu déçu au niveau comparaison. Voilà, à part vous dire qu'il faut faire attention à bien appliquer les recommandations d'usage et le Formic Pro s'utilise avec des précautions d'usage complexes et qui posent problème. J'aime beaucoup le Formic, mais en fait, je constate que peu de gens l'ont adopté. Donc voilà, donc on peut quand même regarder vite fait les box plots, c'est intéressant. On voit au niveau de la population d'abeilles à gauche, vert, méthode, encagement, qu'il y avait un peu plus. Nous, on n'avait pas des lots à loter la première année. On avait un peu plus d'abeilles avant l'encagement. Après l'encagement, on avait un peu moins d'abeilles. Et au printemps, c'était plutôt de nouveau le lot encagé qui s'en sortait très bien. Mais parce que le lot Formic Pro, lui, il avait des problèmes de varose et donc il était déjà infesté et ça se ressentait déjà sur la population d'abeilles au printemps.
Et pour ce qui est des quantités de couvain, c'est à peu près les mêmes observations. On avait un peu plus de couvain dans le lot qu'on a encagé. À peu près pareil au moment où on décageait, tout le monde était très très bas, il y avait très peu de couvain à cette période de l'année. Et au printemps, on avait un meilleur état général des ruches encagées. Et vous voyez là les box plots pour le Varrois. Donc là on avait une infestation de 1% en gros en moyenne avant l'encagement, et la médiane elle est passée en dessous de 1% après l'encagement, mais on a quand même eu des loupés. C'est pas mal de ruches qui étaient traitées de manière non satisfaisante. Donc on a eu des individus, là, celui-là qui nous a vraiment perturbé, quoi, une infestation qui avait explosé dans une des ruches qui avait survécu à toutes ces manips. Mais on pense qu'il y a eu pas mal de bordel, de pillage, de dérives et tout. Donc on va pas, voilà, on n'a pas un avis définitif sur la question, donc on a refait les mêmes tests l'année suivante avec d'autres ruchers. Et pour le Formic Pro demi-dose, on avait une infestation de 1% et on est passé à 2% après traitement. Pas génial, pas fantastique, mais bon, c'était une demi-dose. Le Formic Pro, ça marche quand c'est bien appliqué, qu'on n'a pas de problème de température. Donc c'est le problème, c'est qu'il faut l'appliquer en fin d'été. En fin d'été, il ne faut pas que ce soit plus que 30 degrés. C'est problématique. Donc voilà, les mauvaises manipulations, les problèmes font que nos observations sont un peu difficiles à interpréter, mise en garde sur la mauvaise application des médicaments, et on va passer à la deuxième année. Et aussi un petit zoom, l'apiculteur était très consciencieux et méthodique, et il s'était dit tes petites oreilles en plastique elles sont bien, mais je pense que si j'étais une reine j'arriverais quand même à passer par là. Donc il m'a mis des petits tasseaux en bois pour renforcer les oreilles, et il a mis pareil sur les portes d'entrée, comme les producteurs de gelée royale qui mettent un petit tasseau pour que la reine ne puisse pas passer par la planche d'envol pour changer de compartiment. Très bien, on n'a pas eu de changement de compartiment de la part des rennes. L'année suivante, on a refait les mêmes méthodes sans ces petits tasseaux. On a eu 0 reine qui a changé de compartiment non plus. Donc je ne suis pas certain que ce soit obligatoirement utile de mettre ce souci-là, mais pourquoi pas. Dans le doute, ça ne fait pas de mal. Et voici donc la deuxième année, petite photo d'ambiance dans les Vosges, il fait beau faire du miel. Et là donc on était sur la mielée de sapin, et l'apiculteur donc a mis en place la méthode, on a fait plus simple, on a pris le même médicament avec ou sans encagement. Comme ça, on pouvait bien regarder si l'encagement et l'absence de couvain changeaient quelque chose à l'efficacité. Et vous avez donc le médicament Calistrip Biox, là, en lanière plastique, là, mis dans une ruche sans encagement. Et là, vous avez la même méthode d'encagement, donc grille à renne verticale. Donc vous voyez 3 cadres, une grille à renne, 3 cadres, une grille à renne, 2 cadres, 3 cadres, ça dépend de combien il avait de cadres dans ses ruches. Et on a fait ça sur donc 2 ruchers de 30. Et l'observation globalement, qu'est-ce que j'ai mis après ? Non, j'ai mis un petit zoom que j'ai piqué à Guillaume. J'ai piqué cette diapo pour présenter le médicament en clair en net. C'est nouveau. C'est un traitement de 6 semaines acide oxalique, 2 rubans par ruche, 6 grammes 4 d'acide oxalique, un coût de 8 € par colonie, et donc utilisation uniquement hors couvain. Du coup, quel est l'intérêt ? On ne sait pas, mais bon, on va quand même le tester. Quand on n'a pas de couvain, vous savez que bon, autant faire un flash, c'est rapide aussi, plus rapide que 6 semaines. Voilà, donc on l'a testé, et la conclusion, je vais bientôt vous l'apporter. Ça c'est quoi ? C'est un graphique qui montre l'infestation initiale du rucher, d'un des 2 ruchers, mais globalement on avait vraiment des ruchers qui étaient des bons candidats à tester les varrois, quoi. Parce que là vous voyez, ruche par ruche, ruche par ruche, vous avez en gros des ruches qui sont en dessous de 3%, il y en a quelques-unes. Vous avez quand même pas mal de ruches qui sont entre 3 et 10%, et vous avez 3 championnes là qui ont dépassé 10% d'infestation. Donc quand on dépasse 10% d'infestation, on est déjà c'est déjà un peu la phase terminale. On commence à avoir des symptômes sur les colonies, les ruches, tout ça. Donc on était content de la mise à disposition de ce rucher par l'apiculteur. On avait de la matière à travailler l'efficacité varrois. On n'a pas fait d'erreur de manip. On avait des varrois. Et on a pu observer des résultats intéressants, et notamment on avait 2 ruchers, dont un qui était déjà en rupture de ponte parce qu'il n'y avait pas de pollen dans cet endroit-là du massif des Vosges, et l'autre rucher, il y avait du pollen, et les ruches étaient en capacité de maintenir la ponte, et donc on a pu avoir donc, ces différents cas. Et c'est intéressant, avant les résultats, je vous montre encore les lanières. Au bout de 6 semaines, moi j'ai retiré des lanières. Tu nous as montré une photo tout à l'heure d'une lanière qui était bien évaporée. Et je pense que c'était pas la plupart des lanières qui étaient évaporées. Hein. Ouais, une des. Ouais. Nous
on a été très choqués de retirer des lanières qui sont quasiment comme neuves, avec, vous voyez, le gel blanc là, d'acide oxalique quasiment à peine évaporé. On avait l'impression qu'elles étaient comme à la pose, et pourtant on a trouvé des bonnes efficacités. Donc d'après le fabricant qu'on a pu contacter pour discuter un peu, il dit oui, c'est pas obligatoire d'évaporer 100% de la lanière pour que l'objectif de traitement soit atteint. Ce qui, a priori, semble coller avec nos observations, mais on était un peu choqués quand même. Et là, vous voyez aussi la trace que ça laisse dans les cadres. C'est large, c'est des belles lanières bien larges, donc ça fait bien de la place dans le cadre. Elles creusent bien derrière. Et voici les résultats pour l'infestation varroa de ce deuxième rucher. Vous avez ici le rucher B, locage et sans cage. Donc je présente le rucher B parce que lui, il avait du couvain. Attends, ça présente plus. Voilà. On avait première date le 23 juillet, donc une infestation environ à 5% en moyenne. Bon, la médiane est plus basse, mais vous avez voilà, ce que j'ai présenté tout à l'heure, quelques ruches championnes qui tapaient la moyenne vers le haut. Au 19 août, à mi-traitement, on avait une infestation qui était peu ou prou semblable, qui semblait avoir un peu augmenté. Et au bout de 6 semaines, le 10 septembre, à la fin du traitement, on a vu qu'effectivement, dans le lot encagé, l'infestation avait chuté brutalement entre la 3e et la 6e semaine. Et on était revenu à des valeurs très basses qui correspondaient à l'objectif qu'on souhaitait atteindre. Alors que dans le lot B, qui était sans cage, donc avec présence de couvain, on n'avait pas du tout le même profil. On a mis le traitement. Au bout de 3 semaines, à peu près de la même façon, ça n'avait pas évolué d'une manière cohérente, ça avait augmenté l'infestation. Et au bout de 6 semaines, on se retrouvait toujours avec une infestation beaucoup plus importante que lorsqu'on avait posé les médicaments. Alors, le détail que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a mis le médicament le jour où on a mis la cage en place. Donc on a 6 semaines de traitement, on ne passe qu'une fois au rucher comme le ferait un apiculteur, on met l'encagement, on met le médicament, on passe à la ruche suivante et hop, on passe au rucher suivant et on reviendra 6 semaines plus tard décager la reine et retirer les médicaments. Dans 3 semaines plus tard, décager la reine et retirer les médicaments et on laisse encore le médicament agir pendant 3 semaines et là on a vraiment l'efficacité. Donc là on est en période début de traitement avec le couvain et l'encagement, là on retire la cage et là on n'a plus de couvain. Donc on voit vraiment que voilà, il y a une belle différence, une efficacité largement préférable selon les recommandations d'usage du fabricant, donc hors couvain. Et pour les ruches non encagées, on a terminé avec 6% d'infestation, donc un échec. Un échec de la méthode en présence de couvain. Et dans l'autre rucher où j'avais déjà une rupture de ponte parce que j'avais pas de pollen et donc c'était le fait d'encager n'a pas changé grand chose à la dynamique du couvain, on s'est retrouvé avec des observations assez similaires donc qui nous font conclure qu'en gros si vous avez déjà une rupture de couvain, ben, ça fait déjà le job, c'est pas la peine d'encager, vous pouvez utiliser le médicament. Et globalement, les infestations, vous voyez, on était entre 3 et 4% d'infestation, on arrive à moins de 1%. Et là, sur l'autre lot, on était entre 3 et 3,5% d'infestation. Et on arrive à une infestation entre 0,5 et 1%, qui peut passer pour avoir fait le job. Donc voilà, on a pu confirmer qu'on s'attendait sur ce rucher à avoir moins de différence entre le lot encagé et pas encagé, vu qu'il n'y avait pas de couvain, même si on n'avait pas encagé. Et c'est confirmé par les observations. Donc ça, c'est un premier retour global sur ce médicament qui est intéressant, effectivement, hors couvain. Donc ça limite un peu l'intérêt potentiel pour la filière, mais ça reste une nouvelle opportunité de traitement AMM qui peut peut-être trouver sa place dans votre arsenal. Alors après une niellée bloquante, pourquoi pas, hein, ou avec 5 minutes, me dit-on, eh ben, ça tombe bien. Ou en hiver notamment, un traitement d'hiver potentiellement intéressant, parce que sur 6 semaines, longue durée, pourquoi pas. En tout cas, c'est une nouvelle molécule, un nouvel arsenal. Et ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On reviendra tout à l'heure à 14 h sur la question du varroa des traitements, et pourquoi est-ce que même si le traitement est efficace, on a quand même des varrois derrière, et comment est-ce que ça se passe, et comment est-ce que varroa il vit dans sa ruche. On en reparlera tout à l'heure, mais on peut déjà prendre des questions, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Martha? N'hésitez pas si vous avez des questions, on passe le micro. Tout était clair, visiblement. Comme il n'y a pas de questions tout à l'heure, tu disais que tu avais la méthode pour l'éradication. Oui, bah, c'est le teasing de 14 h. À 14, il faut encore attendre. Ne partez pas.
On verra la question d'une lutte globale avec un peu de recul sur l'infestation sur l'année complète tout à l'heure, mais voilà. Ça ne sera pas définitif malheureusement. J'ai cru comprendre à la vue des graphiques pour l'ADA Occitanie qu'en entrée d'hiver, il y avait 29 ruches, en sortie, il y en avait 22. Ça veut dire qu'il y a 25% de perte hivernale, c'est bien ça? Oui. Enfin, alors, c'est vrai que, oui, bon, l'apiculteur nous a dit que c'était son pire rucher en termes de mortalité. Hein, après ça, là, il n'était pas satisfait, mais oui, on est descendu. Après, au niveau des deux lots, il n'y a pas de différence, donc les deux lots ont été affectés ainsi, mais oui, c'est quand même des gros... Et comment tu l'expliques? C'est un problème de traitement, enfin de varroa résiduel comment... Pour l'encagement, je me disais c'était peut-être lié aux rennes, au fait qu'on ne connaissait pas est-ce qu'il y avait dans les lots des vieilles rennes qui ont mal supporté, etc. Après, non, c'est vrai, j'ai pas d'explication. Après, j'ai du mal, c'est vrai que c'est un rucher. Je me dis que pour avoir peut-être une meilleure lecture, est-ce qu'il aurait... Enfin, il faudrait le suivre sur plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose de... Pourtant, elle ne démarrait pas si haute en infestation. Après, moi, on commence à se poser des questions aussi au niveau de la représentativité du comptage. Donc, est-ce que réellement, est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes varrois qui ne sont pas ressortis à ce point-là en termes de... Tu veux dire, on peut avoir du couvain et donc le comptage montre qu'il y a peu de varrois phorétiques, mais il reste encore des varrois dans le couvain. Après, on avait les colvales. Donc, c'est vrai qu'on avait les données couvain. Hein, donc, normalement, nos comptages sont... Enfin, on peut entre guillemets fiable, enfin on peut se fier aux données comptage. Mais bon, est-ce que c'était, je sais pas, comme c'est cyclique, est-ce qu'il n'aurait pas fallu se dire qu'on suivit sur deux ans sur le même rucher Il y avait des différences entre les deux lots, ils étaient dans les mêmes... Non, ils étaient dans... Oui. C'est un même rucher, c'est... Et oui, tous les deux, les mortalités sont équivalentes. Donc, ils ont perdu de manière équivalente. Oui. Peut-être que l'emplacement était nul. Bon, après, les poids, je ne sais pas. C'est vrai que je ne peux pas répondre exactement. J'ai une question pour Simon. Et qu'est-ce qu'il a fait la deuxième expérience sur le couvain qu'il a retiré? Est-ce qu'il a laissé les abeilles ou est-ce qu'il a enlevé le couvain avec les abeilles? Ouais, non, justement, parce que je lui ai dit que moi j'ai essayé de lui dire de ne pas faire ça parce que ça m'enquiquinait par rapport à mon protocole, il me faisait des variantes là. Et alors je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il touche aux abeilles, qu'il pouvait prendre le couvain et la reine s'il insistait, mais qu'il allait trouver les abeilles dans une autre ruche. Donc il a pris des abeilles d'autres ruches pour mettre sur ces cadres de couvain là avec la reine. Et ça n'a pas non plus été génial au niveau du devenir de ces ruches là parce qu'il les a traitées d'une manière aussi qui n'était pas assez conséquente contre le varroa, selon moi, avec 3 passages ou 4 passages de varomède, ce qui n'est pas rien, mais est-ce que c'est suffisant? Je suis pas sûr. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas ce rucher, tu te débrouilles, tu me diras que le temps que tu as passé là-dessus. Et globalement, donc il s'est compliqué la vie. Je suis pas sûr que c'était la meilleure façon de faire des essaims, quoi. Et puis le couvain, il était quand même assez infesté. Pour moi, c'est pas le couvain qui mérite d'être valorisé. Tu fais mieux de le mettre au feu, méthode bio pour traiter varroa, efficace et rapide. Donc je ne conseille pas la variante. Oui, il voulait optimiser, mais globalement, oui, il a quand même eu des regrets sur cette pratique, sur ce rucher. Il a perdu de l'abeille. Est-ce que les 21 jours étaient suffisants? L'encagement 21 jours, oui, parce que du coup, tu pars hors couvain. Donc le moment où on a décagé, il a retiré, on était bien. Mais du coup, si tu retires le couvain, tu peux le faire en une journée. C'est en une demi-journée, tu retires le couvain et tu passes tout de suite hors couvain. C'est une méthode qu'on connaît pour des cas critiques, forte infestation. Tu veux traiter un oxalique, tu retires le couvain à la main et tu passes en hors couvain tout de suite. C'est la méthode la plus rapide, mais bon, il faut sacrifier le couvain. Le rucher, là, avec en diapo 27, là, on voit tous les niveaux imaginables d'infestation de varroa. Ouais. C'était peut-être un lot un peu risqué à prendre. Enfin, c'était quoi l'histoire de ce rucher? Pourquoi il y avait des différences comme ça énormes? Alors c'est tout à fait classique de voir des différences énormes. À chaque fois que je prends un rucher suffisamment conséquent, tu te rends compte, peut-être si tu arrives à remettre la diapo, j'aime bien la présenter parce qu'elle est plus facile à comprendre pour tout le monde. Et on a toujours des têtes à poudre, donc un petit 10-15% du rucher qui explose les scores, qui est complètement en dehors de la médiane. Et globalement, alors
Alors pourquoi est-ce qu'il y a des ruches qui sont à 0, quelque chose % de varroa et d'autres à 12 ? J'ai du mal à te l'expliquer, ça viendra de l'histoire de vie, à quel moment elles ont été en ponte au printemps, quelle était l'infestation initiale au printemps. Je pense que c'est des facteurs qui vont jouer énormément. Mais c'est tout à fait classique, à chaque fois que je prends un rucher particulier, que je fais le scope, je trouve des têtes à poux qui sont 10 fois plus infestées que les autres. Et c'est quelque chose, déjà c'est un message que souvent on rabâche en intervention, c'est que globalement quand tu fais un petit sondage à l'œil comme ça, tu vois rien. Si tu fais que 2-3 comptages, tu peux tout à fait passer à côté des têtes à poux. Et on dit toujours qu'il faut en prendre une dizaine dans le rucher pour avoir un peu plus une moyenne cohérente. Mais, mais pour moi c'est tout à fait normal d'avoir une telle dispersion. Et par rapport à ça, est-ce que si on enlève les têtes à poux, c'est un des conseils, une des pratiques qu'on peut faire lorsqu'on peut travailler. Est-ce que du coup ça fait des nouvelles têtes à poux ? Non, parce que là tu vois, si je repère que tu as 5 ruches championnes et que je les prends, que je les sors du rucher, que je les emmène ailleurs, je les casse en deux, je les mets hors couvain, je fais un oxalique, je les prends en main, je fais un traitement, je vais juguler le problème varroa dans ces ruches du mieux que je peux, mais en les mettant ailleurs, le rucher sera assaini. Nous, on en reviendra cet après, mais c'est un des conseils que nous on a sur les mielées tardives. Je conseille aux gens de faire des comptages varrois sur leur rucher à des moments clés où ils ont une question à résoudre. Est-ce que je continue la mielée ou pas, ou est-ce que j'arrête? Donc tu peux faire le scope de tout ton rucher, et là tu vois qu'il y en a 5-6 que tu n'emmèneras pas au sapin. Au jour d'aujourd'hui, là, quand j'ai fait cette mesure, tout allait bien. Visuellement, tu ne vois pas un problème, ou à peine, mais c'est pas la peine de les mettre en mielée pendant un mois et le mois prochain de les redescendre de la montagne, tu auras des problèmes à les remonter, quoi. Donc le fait de compter avant de transhumer, ça vous permet de sélectionner vos ruches qui vont aller en mielée tardive. C'est juste que je voulais savoir comment on fait pour... les comptages varrois quand il y a mielée, nous ça nous gêne beaucoup parce qu'il y a des moments où on aimerait bien compter les varrois, mais on ne peut pas en fait. Et oui. C'est un vrai problème. Quand c'est qu'on compte les varrois, alors il y a 2 méthodes sur le comptage varrois que vous connaissez tous. Hein. C'est le lavage d'abeilles que nous on adore, technicien, parce qu'il est précis, il nous permet d'avoir une réponse rapide, même des fois, même quand vous le faites au shaker, là sur le rucher, vous faites la mesure au rucher, vous avez la mesure directement au bout d'une minute d'alcool ou de détergent. Et l'autre méthode, c'est le suivi des chutes naturelles sur le lange, qui est très lente, mais qui permet quand même aussi d'avoir une observation qualitative sans vous prendre la tête. Vous mettez le lange et vous revenez une semaine plus tard, vous regardez le lange, s'il y en a un peu beaucoup passionnément à la folie, vous avez un critère de décision. Ah bah là, j'en vois qu'il y en a à la folie, tu fais pas de stats, donc tu t'en fous de savoir s'il y en a 132 ou 134, mais tu sais qu'il y en a trop pour ce que tu estimes normal, et donc tu retires la ruche, tu l'emmènes, tu lui fais une méthode de traitement X ou Y. Mais là, ça aurait été utile pour l'apiculteur de prendre en main toutes les ruches qui s'approchent de 8-10%, de les sortir et de ne pas les laisser un mois de plus, parce qu'un mois de plus après, elles sont mortes, les ruches. Ah oui, c'est à réfléchir effectivement au prorata de la quantité de couvains et d'abeilles. C'est pour ça où c'est intéressant d'avoir aussi des données Coleval. Donc c'est là où on peut voir aussi, on peut mieux lire ces infestations en vue de la population, donc la quantité de couvains fermés aussi présents. Globalement, ça c'est les varrois phorétiques hors couvain, et on sait que la proportion de varrois phorétiques par rapport aux varrois dans le couvain varie entre 10 et 50%. C'est très variable suivant la saison, suivant la quantité de couvains pondus ou quoi. Le problème, c'est que l'infestation varroa, c'est un iceberg, donc il n'y a qu'une seule partie qui est émergée, ce sont les phorétiques qu'on peut facilement détecter. Mais je ne suis pas fichu de te dire si finalement, globalement à la ruche, il y a plus de varroa dans la ruche 89-13% que dans la ruche Intel qui a moins de pourcent d'abeilles de varroa phorétiques, parce que je ne sais pas te dire combien de varroa il y a dans le couvain. Mais plus il y a de couvains et de varroa phorétiques, potentiellement plus il y a de varroa aussi dans le couvain. Mais ce n'est jamais homogène. Donc le varroa, il a ses cycles, c'est pas évident d'avoir un avis sur la population totale de varroa, c'est pas évident. Moi, je voulais revenir sur les chiffres de 25% de mortalité que tu soulevais, Hervé. Et du coup, je m'interroge sur les conséquences de la FCO et de la MHE sur nos mortalités d'hiver, qui, pour ce qui est de mon cas en Ariège l'hiver dernier, ont été nettement supérieures aux moyennes que j'avais les autres années. Quelles sont les infos qu'on a à ce sujet? C'est un très lourd sujet que tu nous proposes. Je passe le micro. C'est pas ma région, mais... Ah oui, j'ai compté te passer le micro pour répondre. Ah là là, je passe... Non, bon. Alors oui, donc là, il s'agissait d'un rucher basé dans le Gers. Alors,
À première vue, alors toute la question de l'impact éventuel de traitement des produits donc, au niveau des mortalités est complexe. Moi, je ne peux pas... Enfin, j'ai pas... Oula, c'est compliqué de se prononcer parce qu'on n'a pas d'études qui sont suffisamment documentées. Je pense que tu as suivi les dossiers, les conclusions qui ont été sorties sur les questionnements sur l'impact de la FCO sur les mortalités dans votre région. Il n'y a pas de conclusions définitives faciles à sortir, mais c'est bien sûr un des facteurs de mortalité qui peut être potentiellement important, c'est la qualité, les intoxications des ruches au cours de l'hivernage ou même de l'alimentation de l'automne. Mais moi, je n'ai jamais eu de données pour travailler là-dessus parce que c'est très très compliqué de prendre de la donnée. Sur quel est le niveau de polluant. C'était certainement très politiquement incorrect. Oui, mais disons que c'est compliqué pour nous de répondre parce qu'on n'a pas d'analyse sur ces questions-là. Après, c'est des questions qui nous... Voilà, on n'est pas aveugle face à ces problèmes. On cherche de voir comment on peut travailler dessus, comment on peut accompagner toutes ces questions-là. En termes de risque, tout ce qui est l'écotox, là c'est quelque chose sur lequel nous on travaille. On n'est pas là juste dire on n'a pas de données, on ne sait pas. Mais après c'est compliqué, c'est quelque chose que là moi je suis pas compétente en termes des molécules, c'est quelque chose que souvent est déjà compliqué à détecter. Des substances qui se modifient après en termes de métabolites. Enfin, les analyses sont quelque chose de très c'est cher. Nous, on n'est pas en fait, on n'est pas en mesure. Nous, on n'a pas la main sur les analyses pour financer des analyses et tout. Après, c'est sûr que je pense que pour estimer déjà si on arrive à retirer la entre guillemets cause varroa, enfin si on peut produire nous des données pouvant nous permettre de lire l'infestation, on peut se dire je n'étais pas si infestée que ça, j'ai quand même des grosses mortalités. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué? Moi, je pense que déjà le comptage peut être une première porte d'entrée pour pousser, pour dire là, c'est pas varroa. Arrêtez de nous dire que c'est une gestion varroa qui a fait ça. Mais voilà, après, oui, c'est politique. C'est sûr que c'est des sujets sensibles. Et nous en sommes en plein questionnement depuis mon arrivée, même avant, je suis sûre. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ce ne serait pas plutôt inverser le problème qu'il faudrait faire, c'est-à-dire demander à ceux qui pulvérisent des produits pour lutter contre une maladie, de prouver que c'est sans effet sur nos ruches. Parce que là, on est tous à se dire, oui, mais comment on va faire pour prouver que la deltamétrine est responsable de la mortalité d'abeilles? Mais moi, je pense que c'est à l'inverse qu'il faudrait faire, c'est demander à ceux qui passent de la deltamétrine de prouver que ça n'a pas d'effet sur l'abeille. Et demander à ce qu'il y ait des experts qui se fassent justement. Oui, mais justement, eux, ils vont te dire, vu que le médicament est autorisé, il a été autorisé, donc il est passé par les grilles d'analyse de la mise en place. Qui ne prennent pas en compte justement les conditions. Ah, mais ça, madame, c'est pas notre faute. Justement, c'est pour ça que je le dis. Oui, mais on est d'accord avec ton point de vue, je pense tous dans la salle, mais malheureusement, tout le monde se met le parapluie en disant, c'est autorisé, donc c'est inoffensif. Peut-être qu'il faudrait commencer à réclamer ça de manière un peu plus virulente. Le réseau ITSAP-ADA avait travaillé à des outils d'analyse de ces effets même sublétaux, désorientation des abeilles butineuses, qui étaient intéressants, qui ont été proposés pour évaluer les médicaments et les produits phyto et les pesticides, et ils sont potentiellement utilisables. Ils ont été autorisés d'être utilisés si le fabricant le souhaitait. C'est malheureusement pas obligatoirement. Non, parce que la deltamétrine, on en met partout maintenant. On en met pour traiter la dengue, le chikungunya, la deltamétrine, c'est le produit magique pour tout traiter, quoi. Ça tue aussi les abeilles, ça tue les varrois. C'est radical. Mais il y a des fiches aussi, je ne sais pas si d'ailleurs ma collègue Julie veut vous en dire quelque chose. Nous, on travaille quand même sur la construction de fiches pour l'écotox. C'est un peu, donc on est un peu en binôme, moi et Julie, qui s'occupe de la partie ressources florales et les rapports aussi avec les agris. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, tout un gros travail à faire sur je ne veux pas dire sensibilisation, mais sur la communication aussi du risque, aussi vers
en lien avec tout ce qui est GDS, enfin les GDS multi-espèces, enfin avec les autres, nos autres partenaires. Elle disait que la préconisation chez elle a été de traiter. Bon, bah, c'est vrai que là, notamment, il y a du travail à faire du coup, en concertation pour que cela soit pas... Bon, ben, on a du travail, c'est sûr. Mais... Chez nous, on a la lutte contre le moustique avec le moustique tigre. Et donc, du coup, ils nous préviennent 24 heures avant qu'ils vont passer le pulvé pendant la nuit. Et ils nous conseillent de fermer les portes. Et ça ira très bien. Ça ira très bien, il suffit qu'on ferme les portes des ruches. Voilà. On en est là de la prise en compte de nos besoins. Pour les 2 dernières questions et après on pourra en rediscuter si vous voulez cet après-midi ou pendant la pause déjeuner. Je voulais revenir sur les pertes de rennes avec le traitement formique, avec le Formic Pro. Tu avais l'air de dire que les températures étaient élevées. Ouais. Bon, 28-30 degrés chez nous en été, c'est pas ouf quoi. Ouais, c'est pas chaud. Vous avez plus encore, ouais. On peut avoir plus. Ouais. Bon, après, c'est juste mon expérience du Formic Pro à une époque où il a fait chaud. J'ai eu quelques pertes de rennes. Est-ce qu'on a pu voir sur les rennes mortes si c'était des ruches qui étaient moins populeuses? Moi, il me semble que l'aspect populeux ou moins ou plus voilà. Au-delà de la température d'utilisation. Il faudrait que je reprenne les données pour regarder ça. Là, je ne l'ai pas en tête, mais c'est une bonne hypothèse. C'est discriminant. Souvent, j'ai remarqué des pertes sur des colonies qui avaient pas assez fortes. Mais là, c'était une demi-dose, tu vois. Donc, même sur une ruche pas très forte, c'est vrai que les colonies n'étaient pas ouf. Hein. Ouais. C'était pas des 8 cadres de couvain, c'était plutôt 5-6 cadres de couvain. Donc, c'était pas les colonies les plus fortes possibles. J'ai pu traiter avec 2 pattes, parce qu'il faut 2 pattes pour que ce soit efficace. Voilà. Sur des ruches bien infestées et populeuses. Ouais. 20 septembre en garrigue, avec le soleil couchant, il a fait chaud. Et j'ai pas eu de perte, et ça a super bien marché. Et dès que je mettais une patte, mais des ruches populeuses, il n'y avait pas de perte de rennes, mais c'était pas efficace. Ouais. Et des ruches peu infestées ou très infestées, avec pas beaucoup d'abeilles, j'ai eu des pertes de rennes. J'ai l'impression que c'était la population d'abeilles qui jouait beaucoup pour la capacité à ventiler peut-être. Merci pour ce retour, effectivement, je pense que c'est important. Et en tout cas, pour ceux qui veulent utiliser Formic Pro, ce n'est pas un mauvais médicament en soi, mais il faut bien faire attention aux conditions d'emploi. Et il y a des conseils du fabricant sur le fait d'ouvrir la porte, de décaler la hausse ou de mettre une chambre d'évaporation, c'est important. Il y avait encore une question au fond à droite, si. Oui, vas-y. Ah non, on n'a plus de son, désolé. Non, c'est assis, c'est 28, non, ça pourrait être 27. Merci. Juste pour rebondir sur les questions d'intoxication dont on a parlé oui. Questions en arrière, il faut rappeler quand même que depuis 2023, OMA est en place en région Occitanie. Ouais. Tu l'as aussi dans ta région d'ailleurs. Non, heureusement non. Pour moi, il avait été nationalisé. Enfin, pour l'Occitanie, c'est le cas. C'est un service gratuit, disponible 7 jours sur 7. C'est comme le centre de traitement des alertes pour les humains, c'est pareil pour nous, pour les abeilles. Et lorsqu'on a une suspicion, nous, en tant qu'apiculteurs, d'intoxication, on appelle, et le veto régulateur, c'est lui qui répond. S'il estime qu'il y a une nécessité de visite, il va le faire. La visite est gratuite. L'échantillon d'analyse qui coûte cher, il est gratuit. Si c'est une intoxication qui suppose une perte de population, on ne peut pas analyser les abeilles puisqu'elles sont parties. Par contre, si c'est une intoxication avec retour des abeilles, des butineuses entre autres, elles sont prélevées, vivantes, mortes, pollen, miel, etc. Cire. C'est vrai que c'est un dispositif qui existe et merci de le rappeler. Ça fait 2 ans qu'il existe, depuis mai 2023, et c'est gratuit, c'est un veto et un TSA qui se présentent. Donc mais le problème, c'est malheureusement quand on fait des prélèvements après coup, c'est vrai que le plus important, c'est d'agir le plus vite possible au moment où il y a l'intoxication. Un délai de 24 heures, c'est presque déjà trop. Si le mec il vient le lendemain pour faire des prélèvements, il y a déjà une dégradation de la matrice biologique qui peut poser des problèmes d'analyse. Je suis d'accord avec toi, mais c'est mieux que de ne pas appeler. Ça pose débat quand même. Après, c'est vrai que c'est un processus qui permet déjà d'alerter, de répertorier le problème et de poser des questions et de travailler sur la question. Est-ce que ça suffira à sous-peser la réalité de l'intoxication? On a notamment eu des cas avec l'OMA où les prélèvements ont eu lieu. Il y a eu des analyses de quantité de varroa présents, des analyses de virus présents, mais les analyses de composés deltamétriques présents, on ne les a jamais eues.
parce qu'ils n'ont jamais envoyé au labo faire cette analyse de pesticides, mais ça ne les a pas empêchés de conclure sur le fait que ce n'était pas des pesticides. Même on n'avait pas envoyé à l'analyse, mais on avait vu qu'il y avait 1% de varroa, donc c'était varroa. C'est des fois décevant. Oui, donc officiellement, moi, oui, je suis tenue à dire aux apiculteurs, faites appel aux mains, c'est une structure qui est là. Nous en sommes partie prenante, théoriquement. Après, j'avoue que j'ai de plus en plus du mal à vous adresser, enfin, vous encourager vers ce dispositif qui a besoin aussi de beaucoup encore d'amélioration du travail. Et j'espère que la volonté de le faire évoluer est liée. Des fois, on se questionne sur cela. Mais les analyses de résidus, c'est vraiment très compliqué de pouvoir soulever cette question de manière pertinente, efficace. Il faudrait des prélèvements un peu tout au long de l'année. Il y a des protocoles d'études qui ont été faits sur les impacts de telle ou telle, la grande culture ou quoi. On fait des prélèvements de pollen au fur et à mesure des semaines, de manière à pouvoir suivre l'apparition des résidus de pesticides dans le bol alimentaire de l'abeille et de ne pas agir uniquement après mortalité des colonies lorsqu'on n'est plus capable de faire un prélèvement du pollen du jour. Parce que prélever un pain d'abeille, on ne sait jamais de quand il date, on ne sait jamais comment ça a évolué depuis qu'il a été transformé de pollen à pain d'abeille. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes, ça demande des protocoles un peu lourds. On va conclure du coup. Niall, tu veux une dernière remarque et pour conclure sur ce sujet, on a un peu dérivé des varroas, mais bon, c'est intéressant. Donc je te laisse ta dernière remarque et après on va les manger. Non, c'est juste pour réagir par rapport à OMA. Moi, j'ai fait une déclaration à OMA au mois de juillet. J'attends encore le résultat des analyses. Et puis, bon, voilà. Je sais qu'on ne trouvera rien de toute façon et qu'on va encore dire qu'il y avait... non, il n'y avait pas du varroa. On avait compté 0 varroa, ça c'était magnifique. Mais il y aura bien autre chose. Des virus. Des virus. On peut continuer ce débat OMA et qu'est-ce qu'on peut faire contre les intox pendant le repas si ça vous coupe pas trop l'appétit. Merci beaucoup pour la présentation.